Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de l'art qui nous entoure. Donc, on va se rendre compte qu'il y a de l'art un peu partout dans nos vies. Premièrement, avant d'aller dans ce sens, il faudrait quand même se poser la question, qu'est-ce que l'art dans le fond? On pourrait définir simplement l'art comme étant une création humaine qui cherche à émouvoir et éveiller les sens. Donc, l'art à la base, en tant que tel, n'a pas vraiment de fonction pratique. Là. C'est pas comme si c'est l'art qui va réparer ta toiture nécessairement. En même temps, ça peut faire partie de la toiture au niveau, par exemple, d'éléments décoratifs. Donc, ça cherche à plutôt créer une forme d'esthétisme, une forme de beauté. Ça peut donc servir dans l'architecture, comme ornement personnel, comme élément de décor dans une maison, dans des rituels, etc. Il y a plein de significations liées à l'art. Il y a plusieurs formes d'art. Il y a ce qu'on appelle les arts traditionnels comme l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie. Et les arts modernes comme la danse, le cinéma, que d'ailleurs on appelle souvent le septième art, la bande dessinée, l'opéra, la photographie, etc. Évidemment, plus qu'on avance dans le temps, plus qu'il y a des nouvelles formes d'art qui apparaissent à travers le temps, généralement liées à des nouvelles technologies. Donc, par exemple, on peut parler du graphisme aujourd'hui, qui est fortement lié à la photographie, certes, mais qui est quand même pratiquement là, une catégorie à part maintenant. Donc, si on en fait l'histoire rapidement de l'art, là, déjà à partir de moins 45 000, on voit vraiment un développement assez important de l'art. On va apparaître surtout, par exemple, des motifs sur des outils. Ça peut être des simples lignes, des traits, des petits motifs très très simples, mais quand même qui sont présents. Donc, une volonté d'embellir l'outil. Et il y a aussi des petites sculptures d'animaux, d'humains ou d'éléments qui vont combiner l'ensemble des deux. Donc, animaux et humains. Vers moins 25 000 en général apparaît aussi l'art rupestre. On avait l'exemple de la grotte de Lascaux qu'on a vu en secondaire 1. Plus tard, au néolithique, on développe des bijoux, entre autres. Il y en avait déjà avant, là, avec des os et tout ça. Mais particulièrement au néolithique, on en a développé avec des métaux, comme de l'or notamment, parce qu'on découvre les principes de la métallurgie, c'est-à-dire de travailler le métal. On développe aussi les motifs sur les poteries en céramique. Il y en avait déjà un petit peu avant, mais quand on développe la poterie, évidemment, ça va devenir de plus en plus très créatif et très développé. Là. En Antiquité maintenant, qui est la première période de l'histoire officielle, c'est vraiment une explosion de l'art. Bon, comme on a les premières civilisations, c'est des sociétés qui évoluent. Donc, généralement, quand les sociétés évoluent, eh bien, un paquet d'affaires qui évoluent aussi, notamment l'art. Aussi, ce qu'on va retrouver, entre autres, c'est que on va voir beaucoup d'art qui va être lié à la religion, notamment en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et à Rome. On développe aussi l'écriture à l'époque. Il faut se rappeler que l'écriture, initialement, c'était des pictogrammes, un peu comme les hiéroglyphes en Égypte, donc c'est très artistique. On développe aussi la peinture, les mosaïques, l'architecture, la sculpture, la poésie, la littérature, le théâtre et même, oui, la musique. Donc la musique existait déjà, mais on commence à l'écrire aussi, à trouver des formes pour l'écrire et pour la composer. Moyen Âge maintenant, donc il y a un certain recul au sein de certaines formes d'art, comme notamment la peinture, là, on va perdre quand même certains éléments. Au Moyen Âge, c'était souvent très 2D, là, la peinture. À l'inverse, il y a une explosion de création artistique liée à la religion. Bon, dans le fond, ça va être vraiment encore plus précis, plus présent. On va l'observer notamment dans les textes écrits des moines, là, donc dans les gros textes qu'on retrouve au niveau des moines copistes. Il y a les peintures, les tapisseries qu'on retrouve dans les châteaux et surtout les temples qu'on nomme par exemple cathédrales au niveau de la religion catholique en Europe. Là, vous avez les cathédrales gothiques comme Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Cologne par exemple. Ce sont d'excellents exemples. Et on a aussi par exemple les mosquées au Moyen-Orient. On utilise aussi beaucoup la mosaïque et l'architecture dans ces cas-là. On a souvent des bâtiments qui prennent plusieurs décennies à être construits. La Renaissance, maintenant, on redécouvre les principes artistiques des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Donc, on va chercher beaucoup le réalisme dont faisaient part les Grecs et les Romains, notamment en sculpture, mais aussi en peinture et en architecture. C'est vraiment à l'époque qu'on a des artistes comme Da Vinci, Michel-Ange qui vont permettre de grands avancements dans ces formes d'art-là.
Notamment, vous avez Da Vinci qui va établir les proportionnalités du corps humain. La thématique de la religion est encore très présente, mais de plus en plus, l'être humain est au centre des œuvres. Donc, on commence tranquillement, un petit peu pas vite, en avançant dans le temps, à un peu délaisser le religieux et s'intéresser vraiment à l'humain. Temps moderne et époque contemporaine, donc mettons à partir des années, si on veut, le 1700-1800, eh bien, c'est vraiment le développement de nouvelles formes d'art, surtout visuelles, comme la photographie, qui va venir dans les années 1800, 40-50, le cinéma à la fin des années 1800, la bande dessinée dans les mêmes années, et les arts graphiques et numériques. Il y a aussi des grands développements de musique, des grands compositeurs de la musique classique comme Mozart, Bach et Beethoven vont se retrouver dans ces époques-là. Au niveau social, le développement de la notion de la liberté d'expression qui va quand même jouer un rôle très important au niveau de l'art. Et évidemment, il y a une explosion récente des formes d'art avec notamment les capacités numériques de création. Il y a aussi le développement de la publicité, du design et de la mode qui servent quand même beaucoup dans les sociétés modernes actuelles. Donc, vous avez une description un peu de l'art et de son évolution à travers le temps de façon très précise. Mais on peut constater quand même, et ça date pas d'hier, que l'art est partout. Donc, depuis longtemps, l'être humain cherche à captiver l'intérêt des autres avec des formes d'art. Que ce soit un potier, par exemple, qui crée des motifs sur ses poteries en Mésopotamie en moins 3000 pour mieux les vendre. Hein? C'est le plus attirant. Un poète grec qui s'exclame de ses proses dans les rues d'Athènes en moins 434. Un Romain qui contemple la mosaïque sur son plancher dans sa villa en 232. Un moine copiste qui complète la dernière page de ses chroniques en 1182. Un sculpteur italien qui frappe son premier coup de marteau sur son bloc de marbre en 1512. Ou un guerrier zoulou qui crée des motifs sur son bouclier en 1843 pour peut-être aller combattre des colons hollandais ou britanniques, peu importe. Donc, tous utilisent l'art pour capturer les sens, et ça pour des objectifs différents, bien sûr. On pense au pot de céramique avec de jolis motifs, ça se vend bien mieux qu'un pot qui n'en a pas. Le motif sur le bouclier du guerrier va probablement chercher à intimider l'ennemi. Les mosaïques romaines, c'est une décoration intérieure pour embellir la villa, etc., etc. C'est encore comme ça aujourd'hui. L'art est utilisé pour éveiller les sens dans le but de purement créer de l'art, de s'exprimer. Certes, c'est sûr, là, c'est ça le but à la base, mais évidemment, on va l'utiliser maintenant pour d'autres fins, d'autres utilisations, comme par exemple vendre des produits, vendre par exemple un album de musique, communiquer un message à véhiculer. On voit des publicités gouvernementales parfois, par exemple, prendre une position politique ou sociale, faire rire, critiquer, etc. Il y a vraiment plein de façons d'utiliser l'art. En ce moment même, tu peux regarder autour de toi et remarquer que certains objets ont des motifs, des couleurs spécifiques, des logos, des formes géométriques, une musique, par exemple, associée à tel ou tel produit ou telle émission, par exemple, tel film, une sonnerie de cellulaire, un jingle à la radio, etc. Ben, surprenamment, c'est tous des éléments qui sont artistiques et servent à captiver ton attention. Si tu entends un jingle à la radio, tu vas être capable d'associer peut-être la compagnie qui est liée à ça. Si tu entends la musique d'un film, tu vas associer le film. Si tu vois telle couleur ou tel logo, tu vas associer peut-être une compagnie. Tout ça est fait justement pour captiver ton attention et être capable que ton cerveau reçoive des messages rapidement. Les méthodes artistiques pour éveiller les sens, il y en a plusieurs et je vais vous les présenter de différentes façons qui sont dans le fond des façons actuelles et modernes de les utiliser. Donc, on utilise évidemment des moyens artistiques pour capter l'attention et éveiller le sens d'un individu. C'est sûr que ça va toucher beaucoup la publicité, entre autres, parce que ça nous entoure grandement. Mais si vous êtes capable de trouver d'autres éléments autour de vous qui correspondent à ce que je vous explique, tant mieux. Pour les besoins de l'exercice qui va suivre, on va se concentrer sur des éléments visuels et statiques par contre, comme par exemple des photos, des dessins, des peintures, des montages graphiques. Ça peut être évidemment aussi des objets. Faut dire qu'on est plus en art plastique. C'est notre matière, ça convient mieux. Je ne prendrai pas d'observer par exemple une pub vidéo, un film ou écouter une chanson. C'est pas ça que je cherche. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait pu, par exemple, dans nos observations, inclure des publicités à la radio, à la télé, sur Internet. Euh, Par contre, c'est pas vraiment transposable dans l'activité que je vais vous faire faire. Et aussi pour le cours qu'on est. Donc, comme je le disais, on va plutôt se concentrer sur des éléments qui nous entourent, pouvant figurer sur une photographie, par exemple. Généralement, ce sont donc ce qu'on appelle des choses statiques, donc des choses qui ne bougent pas. Premier moyen utilisé, évidemment, c'est qu'on a des couleurs primaires et secondaires et on va grandement les utiliser. Si vous ne les connaissez pas, notamment, excusez.
Les couleurs primaires, là, officiellement, les termes précis, c'est le bleu cyan, le jaune primaire et le rouge magenta. Mais dans les faits, on peut juste dire le bleu, le jaune et le rouge pour pas se compliquer la vie. Et les couleurs secondaires, c'est dans les faits des résultantes, des mélanges de ces trois couleurs-là, vraiment à la base. Et ça va dépendre, par exemple, si tu as plus de bleu dans le jaune, de jaune dans le bleu, ça va donner différents tons de vert, qui est une des couleurs secondaires. Vous avez aussi le violet, ça va dépendre entre le rouge et le bleu à ce moment-là. Entre le rouge et le jaune, pardon, vous allez créer différents tons d'orange. Donc, orange, violet et vert sont les couleurs secondaires. Évidemment, les couleurs déclenchent des réactions et des émotions. Vous en avez peut-être déjà rendu compte vous-même. Donc, selon plusieurs facteurs comme le groupe d'âge dans lequel vous vous situez, la culture, les origines culturelles, le sexe donc féminin ou masculin, ça peut être l'orientation sexuelle aussi, ça peut être l'état d'esprit, les couleurs, tout ça vont susciter des réactions similaires entre individus. Donc, selon plusieurs études, on peut associer certaines couleurs avec certaines émotions. Par exemple, les couleurs suscitant le plus de réactions sont les couleurs primaires, qui sont le bleu, le rouge et le jaune, comme j'ai énuméré, ainsi que les couleurs secondaires, comme l'orange, le violet et le vert, mais vraiment les tons de base. C'est pourquoi que plusieurs créateurs artistiques de tout genre et compagnies de publicité, par exemple, vont utiliser des couleurs vives qui vont se situer dans ces couleurs-là pour attirer l'attention visuelle de l'individu. On donne des exemples. Hein. Le rouge est une couleur qui attire énormément l'attention et qui va rendre alerte toute personne qui va voir le rouge. Le bleu est, à l'inverse, une couleur qui est plutôt calme et rassurante. Le vert aussi, c'est assez apaisant et souvent lié à la nature et à la santé. On peut donc retrouver les couleurs dans les logos suivants. On va avoir le rouge de McDonald's. Évidemment, McDo va chercher à attirer notre attention quand on est sur l'autoroute qu'on a fait. Le bleu de Facebook, c'est rassurant. On va retrouver, dans le fond, notre vie virtuelle à ce moment-là. Et le vert de Subway, c'est pour un peu montrer, différencier par rapport aux autres restaurants de restauration rapide, qu'eux autres ont quand même une tournure un petit peu plus verte, un petit peu plus santé, quand même. Les formes géométriques, maintenant, ça aussi, ça va captiver l'attention et chaque forme géométrique possède vraiment un ou plusieurs sens pour le cerveau humain. Et ça, là, c'est vraiment des choses qui datent pas d'hier. Là. Ça a des milliers d'années. Là. Des exemples très concrets, on a le cercle, c'est souvent symbole de perfection, de l'infini ou de l'universalité d'une chose. Donc, qui englobe le tout, qui englobe tout. Le carré, à l'inverse, va symboliser plutôt la solidité, la stabilité. Hein? Sa base est solide, donc c'est comme un roc, c'est stable, un carré. Le triangle symbolise l'harmonie et la sécurité grâce à ses trois côtés. Le losange symbolise souvent l'échange, parce qu'il y a quatre côtés, il y a comme un échange qui se crée. Tout est égal aussi. Le rectangle vertical a une fonction plutôt dynamique, alors que l'horizontal a une fonction de calme. C'est sûr que ça fait référence beaucoup au fait que nous, êtres humains, nous sommes actifs debout et nous sommes inactifs couchés. La flèche évoque le mouvement, l'action ou la direction. On retrouve donc beaucoup de formes géométriques utilisées partout pour des besoins artistiques ou de design. Ça peut évidemment dans d'autres formes d'art, bien sûr. On peut penser à certains logos de compagnie, par exemple, ou des logos de partis politiques aussi. C'est bête, mais on peut aussi penser tout simplement aux panneaux routiers qu'on retrouve. Ils doivent véhiculer un message, ce sont des pictogrammes, mais il y a quand même une petite forme d'art à l'intérieur, des petits bonhommes. Autre élément maintenant, c'est des exemples comme ça peut être des motifs, tu sais. Vous savez, je donne comme exemple, on s'entend que je prends deux personnes, il y a peut-être une personne qui va réagir positivement à des courbes, des lignes courbées et des pictogrammes de petites fleurs. Ça va captiver son attention, alors que l'autre personne, ça va être plutôt être des lignes en zigzag, des têtes de mort. Tout dépend de l'individu, bien sûr. Et aussi de l'intention de l'artiste. Évidemment, si l'artiste veut choquer, ben, la personne qui aime les petites fleurs et les lignes courbées va peut-être pas aimer ça. Ça dépend vraiment de l'individu et de l'intention de l'artiste. On retrouve des motifs partout de différentes formes. Hein. Vous regardez les tasses de café de vos parents, et les boîtes de mouchoirs dans la salle de bain, les meubles, là, des fois, il y a des trucs gravés dessus, ou dans le tissu même, il va y avoir des motifs. Donc ça, il y en a vraiment partout. Il y a vraiment une volonté esthétique de beaucoup de choses autour de nous. Il y a différentes affiches ici. Je parlais des panneaux routiers, mais
Moi, personnellement, j'en ai encore, même à 37 ans, des affiches de groupes musicaux ou de films. Évidemment, on utilise cette forme d'art pour promouvoir celle-ci. Ceux-ci plutôt. On les utilise aussi en publicité dans les rues, entre autres. Bref, à la lumière de tout cela, je suis persuadé que vous avez déjà identifié des choses autour de vous, dans votre environnement, et vous y voyez à l'intérieur de ceux-ci ou de celles-ci des éléments artistiques. Donc, évidemment, comme activité, vous avez un petit peu deviné. Je vous amène à faire une petite réflexion d'à peu près 150 mots et à partir d'un objet, d'une image, d'une affiche, d'un pamphlet, etc. N'importe quoi que vous avez autour de vous qui a quand même des éléments artistiques de façon significative. Tu sais, je veux dire, c'est une table bien simple là, en bois, là, brune, pliante, avec rien dedans. C'est pas ça que je veux dire. T'as une belle tente avec une belle tasse par exemple avec des super beaux motifs dessus. Ben oui, prends-la comme exemple. Ça peut être intéressant. Moi, je veux vous faire comprendre qu'il y a de l'art vraiment partout. Donc, c'est dans votre 150 mots, je veux les éléments suivants. C'est quoi votre objet? J'aimerais une petite description. Quels sont les éléments artistiques qui s'y trouvent? Donc, par exemple, on retrouve des motifs, on retrouve des formes géométriques, des couleurs. J'ai aussi oublié de parler des couleurs chaudes et froides. Hein. Il y a une distinction entre couleurs chaudes, bon, rouge, orange, différents tons de jaune. Vous avez aussi des couleurs qui sont froides, le bleu notamment. Différents tons de violet aussi. Donc ça aussi, ça peut avoir un effet sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent aussi. Donc, troisième élément, pourquoi selon vous, on y retrouve ces éléments artistiques selon vous? C'est juste pour être esthétique, pour faire beau? Est-ce que c'est pour, pensez-vous que c'est parce qu'on va vouloir, par exemple, dans le cas d'une tasse, vouloir choisir cette tasse-là avant les autres le matin? Ouais, ça peut être ça, c'est pour captiver l'attention de toute façon. Quelles sont les intentions derrière la présence de ces éléments artistiques? Si par exemple, vous prenez un pamphlet et vous voyez un montage graphique avec des formes géométriques, il faut essayer de réfléchir sur c'est quoi l'intention qui est derrière ça. Et finalement, quelle réaction t'évoquent ces éléments artistiques lorsque tu les regardes? Ok, venez pas me dire ça me donne aucune émotion. Vous n'êtes pas un robot. Ben justement, si vous n'avez pas d'émotion, vous avez mal choisi. Prenez quelque chose que vous trouvez cool. Là. Prenez quelque chose, faites, ah, il me semble que c'est beau. Je regarde les motifs, je trouve ça cool. Tu sais. Il y a plein d'affaires autour de vous qui vont fonctionner. Moi, je veux juste que tu réalises qu'il y a de l'art partout et que ben, l'art a plusieurs fonctions. Justement, si cet élément-là, cet objet-là, cette image-là a capté ton attention, c'est qu'en quelque part, l'artiste, entre guillemets, derrière sa création, a joué son rôle, n'est-ce pas? Donc, vous m'écrivez cela, vous m'envoyez votre texte avec une photo de l'élément choisi, j'aimerais ça parce que ça l'aide. Et je vous rappelle que le tout est volontaire, ça sert vraiment juste à s'amuser et à apprendre. Je me sers beaucoup de ces capsules-là pour vous aider aussi à voir l'art d'une autre façon qu'on ne peut pas nécessairement avoir en classe. Et la remise est pour le 5 mai via le portail, bien sûr. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et beaucoup de repos.